Allez, je vous propose qu'on démarre tranquillement et que les autres participants nous rejoignent au fur et à mesure. Bienvenue du coup pour le webinaire Cap numérique filière agriculture et agroalimentaire. Et je vais tout de suite donner la parole donc à Olivier Aluis, qui est membre du COMEX de Digital 113 et qui va nous faire l'honneur de faire l'ouverture de ce webinaire. Merci beaucoup Angélique et bienvenue à toutes et tous pour ce séminaire. Donc j'ai l'immense honneur de vous présenter Digital 113 et vous présenter aussi le programme Digital is Future dans le cadre de l'introduction de ce séminaire. Merci pour tout le temps et l'attention que vous me consacrerez pour les quelques minutes à venir. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, euh, je, je travaille pour l'entreprise Rakuten, entreprise japonaise. Il y avait une, euh, une filiale de développement logiciel à Montpellier. Donc, j'ai eu l'immense honneur de diriger cette entreprise basée à Montpellier. Et donc, je vais passer tout de suite à la présentation de Digital 113. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement, en une minute, résumer Digital 113. Digital 113, c'est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. L'objectif principal de ce cluster, c'est de favoriser l'innovation, la croissance, la compétitivité de ses membres, et plus globalement de l'ensemble de l'écosystème économique de l'Occitanie. Donc, Digital 113 est une association qui regroupe aujourd'hui plus de 300 membres. Et ces 300 membres représentent 17 000 emplois sur la région et je dirais un chiffre d'affaires de 1,2 milliard dans le digital et le numérique. Donc, nous pesons de façon assez forte aujourd'hui sur l'ensemble de l'écosystème d'Occitanie. Donc, ce réseau, il regroupe des entreprises, des écoles, des laboratoires, des investisseurs, des centres de recherche qui sont tous impliqués dans le secteur du numérique. Et notre mission, c'est clairement de propulser l'écosystème numérique régional au rang mondial. Nous recherchons à devenir rapidement le premier cluster numérique en France. Il y a d'autres clusters dans les autres régions, mais nous cherchons à être le plus important. Et ça nous permet, grâce à ce cluster, le rayonnement des expertises numériques des entreprises de l'Occitanie, mais aussi des filières d'excellence de la région, afin qu'elles soient visibles et connues, d'abord en région, en France, puis à l'international. Aujourd'hui, avec le digital, il est important d'avoir un ancrage régional, mais on est capable de toucher des géographies, en tout cas des territoires beaucoup plus importants. À Digital 113 aussi, on est très fiers car la composition du cluster, on a parlé de 300 membres, plus de 300 entreprises, reflète vraiment la diversité et la complémentarité de l'ensemble de nos adhérents en termes de taille, de différents métiers. On retrouve vraiment dans Digital 113 tout type d'entreprise, de la toute petite entreprise à la grande entreprise, tous les métiers du numérique, éditeurs logiciels, ESN, des opérateurs, les conseils en technologie. Donc à travers Digital 113, c'est vraiment la représentativité de l'ensemble des entreprises du digital qui vous est accessible. Et donc Digital 113, dans ses missions de favoriser la collaboration entre les membres spécialisés dans le numérique et le digital et l'ensemble de l'écosystème économique, organise différents programmes et différentes activités, dont le programme Digitalist the Future, pour lequel il y a le séminaire aujourd'hui. Donc, c'est Digitalist the Future, pour le résumer très rapidement, si certains d'entre vous le découvrent pour la première fois. Donc, Digitalist the Future, Digital is Future, c'est une initiative lancée par Digital 113 dans l'objectif de promouvoir l'innovation numérique et de soutenir la transformation digitale des entreprises et des filières économiques de l'Occitanie. Alors, Digital is Future, c'est un parcours sur mesure composé de différentes activités, différents événements, différents contenus, et qui va permettre d'approfondir dans un temps donné, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, d'approfondir une filière, de mettre en lumière ses atouts, ses besoins, et de favoriser le développement du business grâce au numérique et grâce au digital.
Donc, quand nous avons conçu le programme, on avait quatre objectifs principaux. Le premier, c'est de favoriser l'émergence de nouveaux projets innovants, en trouvant des solutions pour encourager et faciliter la collaboration entre les entreprises de la filière et les entreprises du digital et donc les entreprises de Digital 113. Deuxième objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Quel que soit, on va dire, le niveau de maturité en digital, on est capable de les accompagner en proposant des solutions, des parcours et des outils adaptés. Enfin, grâce aux échanges au cours du programme, l'objectif, c'est d'identifier avec les différents acteurs et les spécialistes de la filière les leviers de croissance, de développement, les solutions que l'on peut imaginer. Et enfin, quatrième et dernier objectif, j'en ai parlé, c'est l'objectif aussi de Digital 113, c'est renforcer l'attractivité de notre région pour les filières en mettant en avant les compétences, les savoir-faire de l'ensemble des acteurs locaux et acteurs locaux des filières spécialisées et du numérique travaillant ensemble. Donc aujourd'hui, nous en avons déjà délivré 8, 8 saisons. Ça fait plusieurs années que l'on tourne, Digital is Future, avec une efficacité redoutable. On a vraiment su développer un savoir-faire. On a un parcours très efficace en plusieurs étapes, de la découverte de la filière, aux échanges, aux ateliers de travail. Et enfin, l'objectif, c'est de rentrer dans des projets concrets à l'issue de ce programme. Donc là, la 9e saison est lancée sur la filière agriculture et agroalimentaire. Moi, je suis très heureux, en tout cas, nous sommes à Digital 113 très heureux de vous accueillir pour cette deuxième étape du parcours avec le séminaire Cap numérique. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et je vous souhaite un très bon séminaire. Je te repasse la main, Angélique. Merci beaucoup, Olivier, pour cette introduction. Donc, moi, je suis Angélique Randolet. Donc, moi, je suis en charge de déployer le programme Digital et Futur pour Digital 113. Moi, je vais juste aller un peu plus dans le détail, du coup, sur cette saison de Digitalis Futura Agri-Agro. Évidemment, elle se co-construit avec les partenaires de la filière que l'on a associés, du coup, au programme Digitalis Futur et qui co-construisent avec nous l'ensemble des formats. Donc, pour ça, on a ADOC, l'Agence du développement économique de la région, on a l'AREA Occitanie, l'association des entreprises de l'agroalimentaire en Occitanie, on a Agri Sud-Ouest Innovation, on a aussi un représentant du numérique, Flutiliant. Et ensuite, on a Vinceo, la grappe des experts de la vigne et du vin. On a aussi la CCI Occitanie, Equitia et Agropolis qui sont représentés au sein du comité de pilotage de Digital et Futur Agri-Agro. Et, et avec qui bah, voilà, on collabore pour amener le plus de contenu pertinent dédié à la filière et à ses besoins et ses enjeux. D'ailleurs, au sein de ce comité de pilotage, on a défini des grands enjeux thématiques qui ont lieu tout au long de la chaîne de valeur agri-agro, aussi bien sur les services amont, sur les problématiques de géolocalisation, autonomie, évaluation et prévention des risques, aussi sur la partie production, sur les besoins en automatisation, optimisation de la logistique, sur la gestion de l'exploitation, monitoring et optimisation de la production et aussi sur toute la partie donc transformation, on a besoin de monitoring, optimisation de la production, sur la distribution, l'organisation du dernier kilomètre et aussi sur des problématiques de gestion des stocks et des commandes et sur l'optimisation des flux. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter du coup des entreprises qui ont des cas d'usage à vous exposer, qui répondent en partie à ces grands enjeux-là, en tout cas. Et donc pour ça, donc je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier cas d'usage, du coup sur la partie géolocalisation, autonomie, et évaluation et prévision des risques, avec l'entreprise donc groupe ICV. Et donc je vais tout de suite donner la main à Anthony Clenet, qui est responsable service viticole au sein de cette entreprise et qui va nous présenter du coup son cas d'usage. Donc Anthony, vous avez la main pour démarrer. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bah, écoutez, tout d'abord, merci à Digital 113 de nous donner la parole aujourd'hui. Et puis, je vais commencer sans doute par le démarrage de la filière. On va parler cartographie et puis prévision des risques, notamment autour de la gestion de l'eau, qui est un sujet fondamental aujourd'hui, vous le savez tous, avec les saisons qui viennent de se passer. Je suis donc responsable innovation et services viticoles au sein du groupe ICV.
Et avant cette expérience, je suis arrivé il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai été 20 ans au sein de la société SMAG, éditeur de logiciels, dont j'étais un des cofondateurs historiques. Alors, pour vous présenter en... Ah oui, ça a passé 2 diapos. Je vais vous parler donc de l'évaluation de l'état hydrique de la vigne au travers d'un projet qui s'appelle EnoView, et ça nous permettra de voir comment on arrive à passer d'un suivi souvent qui est fait à la parcelle et assez limité à un suivi à très grande échelle au sein d'un bassin versant par exemple. Alors tout d'abord, le groupe ICV, on est un prestataire de services pour la filière vitivinicole. On accompagne nos clients sur la mise en marché, la valorisation des vins. On est un groupe coopératif qui a 70 ans, plus de 70 ans maintenant, structuré autour de 5 métiers. Le premier métier, c'est l'analyse de laboratoire. On effectue des analyses sur les vins et avec 1 million d'analyses par an, on est le plus gros laboratoire œnologique du monde. Ça nous permet de travailler avec nos clients comme un outil d'aide à la décision sur lequel s'appuie notre deuxième métier qui est le conseil viticole et le conseil œnologique, donc en utilisant les résultats des analyses qu'on effectue pour accompagner nos clients. Troisième métier, la formation sur l'ensemble de nos savoir-faire. On a un catalogue de plus de 70 formations différentes. Ça va de la taille à la dégustation en passant par comment mettre en place des opérations au chai, par exemple. On est également développeur et distributeur de produits œnologiques, des levures, des bois, des enzymes qui sont utilisés tout au long de la fabrication du vin. Et enfin, on réalise des prestations de R&D, donc on est accrédité Crédit Impôt Recherche pour nos différents clients, des prestataires ou nos sociétaires. Voilà pour une présentation très rapide de l'entreprise. Et on va passer maintenant voilà, à la présentation du cas d'usage. Donc, je vais vous parler de EnoView et nous allons faire un focus sur un des quatre, thèmes auxquels répond ce pilotage par satellite des vignes. On peut travailler sur la qualité de la vendange, sur l'optimisation de la fertilisation ou sur le suivi des plantiers. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire un focus sur le pilotage de la ressource en eau par rapport aux risques auxquels nous sommes confrontés liés au changement climatique de plus en plus et de pouvoir faciliter les prises de décision à ce niveau-là. Alors juste un bref rappel autour de la télédétection. Donc nous utilisons des images satellites et ce produit est développé, ce service en partenariat avec Terranis, qui est aussi une entreprise de l'Occitanie toulousaine, spécialisée dans l'acquisition et le traitement des images satellites. Et donc, nos images satellites prises en multispectral permettent d'avoir une vision des parcelles, des indices qui sont calculés à partir de la lumière réfléchie envoyée par le soleil et réfléchie soit par la vigne, la végétation, soit par le sol. Et nous avons identifié différentes longueurs d'onde qui sont proportionnelles à la quantité d'eau présente dans le végétal et qui nous permettent d'avoir défini, grâce à une thèse, un indice de végétation particulier qui nous permet de nous renseigner sur l'état hydrique de la vigne. Et donc, selon son état hydrique, 2 vignes différentes vont pouvoir avoir une courbe de stress hydrique tout au long de la saison, différente en fonction de comment la vigne est quelque part est cultivée et réagit au climat, au sol, aux différentes contraintes auxquelles elle est soumise. Et ça nous permet d'avoir un suivi fin à très grande échelle. Vous avez ici des exemples, donc à 2 dates différentes. Vous allez voir par exemple que nous avons une petite zone ici plus orangée, jaune-orangé au 21 juin qui est un petit peu plus stressée que sur cette zone qui est ici, qui est plus bleue. Et donc tout au long de la saison, nous prenons des images grâce au satellite Sentinelle que nous traitons et nous arrivons à positionner parcelle par parcelle un suivi de l'état hydrique des vignes dans le temps.
Cet état hydrique, il nous renseigne sur la façon dont la vigne évolue et selon le profil de vin que nous souhaitons obtenir, si on veut un vin blanc plutôt très fruité, très aromatique, il faut très peu de stress hydrique. Si on veut un rouge un peu plus corsé, on a le droit de s'autoriser un peu de stress hydrique puisque la vigne est quand même une culture qui est une culture de soleil. Malgré tout, si elle stresse trop, comme les années précédentes à certaines périodes, bah, du coup, elle a plus de mal à produire des raisins, on baisse en rendement et en qualité. Vous avez ici une représentation à grande échelle, puisque c'est surtout l'intérêt du satellite, c'était de réussir à passer de l'échelle de la parcelle, où parfois on a des capteurs de mesure, on a du suivi, à un bassin, une coopérative, une appellation entière, et pour pouvoir suivre cet état hydrique à très grande échelle. Et pour vous donner un cas d'usage, on travaille aujourd'hui avec certaines appellations qui ont besoin d'avoir des arguments pour obtenir des dérogations concernant l'irrigation de la vigne, et ils utilisent ce type de carte pour montrer qu'à une certaine période, il y a une bascule vers des points de stress hydrique qui nécessitent que la vigne soit irriguée. Et donc, on l'obtient comme ça à grande échelle. Vous avez ici l'exemple des informations qui sont accessibles grâce à une application mobile à nos utilisateurs, que sont des techniciens de coopérative, des viticulteurs, et qui vont pouvoir suivre au fur et à mesure de la prise des images le suivi de leur parcelle, le stress hydrique moyen, ou même des informations en intraparcellaire qui permettent parfois de détecter des problématiques de système d'irrigation bouché, de goutte à goutte défectueux, ou de problèmes de débit. Et donc, du coup, ils vont pouvoir ainsi piloter de manière plus fine leur irrigation ou leurs opérations de gestion de la vigne, puisque grâce à d'autres pratiques que uniquement l'irrigation, on peut piloter le stress hydrique. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été tenu dans le timing à peu près, et puis je suis disponible pour vos différentes questions. Le timing est parfait. Donc, n'hésitez pas donc à demander à prendre la parole si vous souhaitez poser des questions directement. Voilà, les participants. Et sinon, vous pouvez aussi poser vos questions à l'écrit dans la partie questions et réponses, les deux petites bulles que vous avez sur votre barre de commande. C'est jamais évident de commencer. Alors, oui, c'est ça. Ben, voilà, je vous propose, si on n'a pas de questions, c'est que c'était. Alors, j'ai une question à l'écrit. Quel est le profil des utilisateurs de votre solution? Alors, on a trois profils différents. Soit ce sont des coopératives qui cherchent à comprendre à grande échelle comment sont pilotées les vignes, souvent pour faire de la sélection parcellaire. Donc là, ça va plutôt être le technicien, le responsable vignoble de la coopérative. On a des domaines souvent qui cherchent à mieux piloter leur irrigation, mieux comprendre le fonctionnement de leur vigne, qui vont déployer ces systèmes. Et puis enfin, le troisième profil, ce sont plutôt donc des appellations. L'AOC, l'AOP Ventoux par exemple, ou d'autres zones en Châteauneuf-du-Pape, Bandol, etc., qui utilisent nos outils pour suivre à grande échelle le stress hydrique des parcelles. Ok. J'ai une deuxième question. Quelle technique alternative à l'irrigation une fois que le diagnostic est établi? Alors, ce sont des techniques plutôt de gestion des pratiques au vignoble, de gestion de la végétation. Donc, on va modifier petit à petit le mode de conduite, le port de la vigne, le type de taille pour s'adapter. Parfois, le rognage ou la végétation, où on avait tendance à laisser les raisins très apparents au soleil et on va chercher à faire un peu plus de couverture naturelle par une vigne un peu plus retombante ou ce genre de pratiques. Pouvoir évoluer aussi au fur et à mesure. Alors, on est plutôt sur du moyen long terme, c'est-à-dire rechoisir des secteurs qui vont être moins soumis aux zones de sécheresse ou à ce genre de choses. Donc, ça permet d'avoir des informations sur plusieurs années, etc., et de voir évoluer le vignoble. Évidemment, la pratique la plus simple, c'est l'irrigation, mais c'est pas la seule, du coup, comme réponse
à la gestion du stress. Et après, il y a enfin, et à nouveau, c'est lié à du long terme, des cépages d'adaptation au changement climatique, donc des cépages qui sont un petit peu plus résistants. Alors, c'est pas magique. Malheureusement, on n'a pas de vigne qui n'a pas besoin d'eau du tout, mais il y a des cépages qui sont plus ou moins adaptés selon les secteurs aussi à cette gestion du stress hydrique. C'est super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez aussi demander à prendre la parole hein, pour vous poser vos questions à l'oral ou à l'écrit. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au cas Merci d'usage beaucoup. suivant. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation. Et on passe sur une thématique donc dans la production sur l'automatisation et l'optimisation de la logistique. Avec un cas d'usage présenté par l'entreprise Operametrix. Et donc, c'est Sylvain Robinson, directeur commercial, à qui je donne la parole et la main. Merci et bonjour à tout le monde. Euh, alors, je vais m'assurer d'avoir déjà la main sur PowerPoint. Visiblement, pas encore. Ah, Euh, non, non. j'ai dû faire la demande. Hop. Oui, peut-être la refaire du coup. Oui, hop, c'est reparti. Request. Alors, j'approuve. Et juste pour répondre à la question, donc ceux qui souhaitent recevoir les slides après le webinaire, je vous invite à me faire la demande par mail pour que j'évite de l'envoyer de façon massive à tous les participants. Voilà, je préfère faire de l'envoi ciblé à ceux qui souhaitent vraiment recevoir la présentation au format PDF. Donc voilà, faites-moi la demande par mail. Normalement, vous avez tous reçu mon mail de rappel sur le webinaire. Donc n'hésitez pas à me faire la demande par mail de cette façon pour recevoir la présentation. Voilà, c'est bon pour moi. Ok, merci. Euh, Parfaite gestion du direct. Donc, je recommence. Merci et bonjour à tout le monde. Je suis Sylvain Robinson. Je représente la société Operametrix, qui est basée donc en région toulousaine, à Balma, pour être précis. Pour ma part, je vais vous amener un petit peu plus tard dans ma présentation dans le milieu verrier, notamment les emballages pour les vins et spiritueux. Donc, ça fait une transition assez sympa avec la présentation que vous venez de voir juste avant. On est un petit peu en bout de chaîne. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet et pour que vous puissiez resituer le contexte, donc Operametrix, nous sommes un intégrateur euh, principalement orienté sur l'industrie, mais pas que. Donc, notre spécialité tourne autour des automatismes industriels et des solutions numériques et d'informatique industrielle pour l'optimisation, le pilotage et donc toutes les solutions qui sont liées globalement à l'automatisation des procédés de fabrication, avec donc un positionnement sur nos marchés par l'expertise et des solutions qui se veulent innovantes, comme je disais, dans l'industrie majoritairement, mais nous sommes également présents dans le domaine de l'eau et l'environnement et les bâtiments et globalement les infrastructures avec des gestions techniques centralisées. Donc, un intégrateur dans notre domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de proposer des solutions pour piloter les systèmes. C'est également des solutions pour faire de l'acquisition de données, que ce soit avec des solutions assez traditionnelles, filaires ou sans fil. Ce sont également des solutions qui vont permettre de surveiller, de piloter les processus avec, on va dire plus généralement, des solutions de supervision ou quand on parle de multi-sites, également des solutions d'hypervision, donc qui auront la vocation à centraliser de l'information et la mettre à disposition d'opérateurs ou de gestionnaires. Donc, je passe assez rapidement sur ces aspects-là. On aura peut-être d'autres possibilités de rentrer dans des détails nous concernant, mais je pense que le plus important pour ce webinaire, c'est effectivement de rentrer dans des cas d'usage pour être beaucoup plus concret. Donc, comme je le disais en introduction, on est en train de parler, dans le cas présent, de l'industrie du verre.
Donc, on parle de producteurs de bouteilles en verre dans lesquelles on va retrouver des vins et spiritueux. Donc, ça nous positionne bien évidemment dans le grand domaine de l'agroalimentaire. Et donc, on part d'un cas d'usage, d'un contexte. Euh, il faut imaginer que c'est un process, le process verrier, qui est un process continu, pour ceux qui n'ont pas trop la vision ou l'habitude de ce type de secteur. C'est un process qui ne s'arrête jamais. C'est un process qui permet, enfin, qui se doit, pardon, d'avoir des opérateurs particulièrement réactifs, de manière à éviter les problèmes de qualité et donc les pertes de produits et de matières premières et également donc les économies d'énergie puisque tout est lié bien évidemment. Donc notre client aujourd'hui qui est un très gros du milieu verrier, sa problématique quand il nous interpelle, c'est de donner des éléments sur ces lignes de production à tous ces opérateurs de manière dynamique, de manière graphique, visuelle, et de façon à améliorer la communication, puisqu'il faut imaginer que nous sommes sur des process où les opérateurs ne se voient pas forcément visuellement. C'est une ligne de production qui est assez grande et assez longue. On a besoin donc d'amener de l'affichage de façon dynamique et automatisée. Automatisé dans le sens où le système a besoin de faire de la communication intermachine, d'aller chercher de la donnée terrain à travers différents protocoles de communication, différents supports physiques, et avec des équipements qui parfois sont fabriqués dans d'autres pays, qui ont été assemblés les uns avec les autres, et donc qui arrivent avec certaines spécificités qui sont compliquées à mettre, on va dire, en œuvre ou à accommoder à l'échelle d'un système d'information. Il faut imaginer également que nous sommes dans un process où les informations peuvent évoluer plusieurs fois dans la journée. On va avoir des changements de production assez fréquents, des changements d'outillage, des réglages qui vont devoir être opérés en liaison avec le carnet de commandes de l'usine. Et donc, on a habituellement bien un certain nombre d'informations au format papier qui sont régulièrement imprimées, amenées sur les postes de travail de façon très traditionnelle, avec bien évidemment un risque d'erreur, avec bien évidemment tout un tas de contraintes à la fois logistiques et des contraintes environnementales, puisque ben, on va au plus basique du basique. On produit énormément de papier qu'on va afficher de façon très ponctuelle et éphémère. Et donc, ça génère un certain nombre de déchets. Donc, le point de départ de notre projet envers ce verrier, c'était de dire ben, comment fluidifier cet affichage, comment améliorer la communication et comment mettre à jour de façon simple et précise, à intervalles réguliers, eh bien, les indicateurs dont on a besoin pour s'assurer une performance opérationnelle sur les lignes de production. Pour cela, trois axes majeurs. Le premier, connecter les installations. Et donc là, on fait appel à une compétence d'automaticien. Il faut aller lire dans les machines et dans les équipements. Le deuxième axe, c'est collecter et traiter les données, donc avec un logiciel qui va permettre de fabriquer des indicateurs. Et puis, le troisième axe, c'est diffuser l'information au poste de travail jusqu'aux opérateurs de manière simple, avec des écrans donc qu'on puisse déployer facilement aux quatre coins de l'usine, et donc avec une technologie potentiellement web qui permet de déployer ce qu'on appelle des clients légers un petit peu partout. Donc ça nous amène, pour ceux qui sont habitués on va dire, aux terminologies du lean management, ça nous amène à ce qu'on appelle le management visuel. On peut aussi parler d'affichage dynamique hein, pour faire plus simple. Et donc, avec la volonté ben, de constituer des indicateurs au poste de travail, de communiquer ces indicateurs de façon visuelle, simplifiée, avec des codes couleurs, et de manière à ce qu'en tout point de l'usine et à tout moment du cycle de production, eh bien, l'information soit disponible aux opérateurs. L'objectif étant donc une amélioration de la communication, une optimisation de la prise de décision, un suivi des objectifs et de la performance, et surtout une identification rapide de problèmes. Voilà. L'engagement des employés étant également un des principaux bénéfices.
Alors, pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet, ce que vous voyez là sur cet écran, donc, sont ni plus ni moins que la résultante de la solution que nous avions développée. Donc, ce sont des écrans de taille assez importante qui ont été déployés sur les différentes zones de l'usine concernées par les indicateurs en question. En termes de charte graphique, donc, le projet a été travaillé avec un ergonome qui a amené donc, tous les prérequis en fonction des cas d'usage liés à l'usine. Et donc, nous avons intégré cette charte graphique, cette ergonomie, dans un système qui est donc une technologie web server et qui permet, si je dois vous expliquer un petit peu l'arrière-plan du sujet, en fait, il faut imaginer que vous avez dans cette usine des opérateurs sur les lignes qui ont besoin de connaître, par exemple, le moment précis auquel les produits vont arriver sur la ligne parce qu'ils ont du contrôle qualité à faire. Vous avez avec le même écran des opérateurs de maintenance qui, eux, vont être alertés d'un défaut potentiel sur une zone précise de l'usine et donc qui auparavant parfois pouvaient mettre jusqu'à 1 heure ou 2 avant de se rendre compte d'un problème parce que la communication était pas si évidente et donc qui, avec ces écrans, vont trouver eux-mêmes des informations liées à des défauts critiques. Ce sont également des outils qui vont permettre à des gens qui sont en bout de ligne eh bien, d'alerter leurs collègues de l'autre côté de la ligne de production, bien que, ils ont validé le niveau de qualité requis pour les produits. Et puis tout ça, voilà, ça donne une certaine fluidité dans la transmission des informations. Ça donne une capacité à visualiser les choses de façon très simple et synthétisée. Auparavant, c'était un grand tableau avec beaucoup d'indicateurs, énormément de papier. Ça prenait beaucoup de place. Là, on a fluidifié en fait toute la communication de la production et on la rend également disponible en temps réel avec des gens qui potentiellement ne sont pas sur les lignes et qui sont essentiellement des gestionnaires jusqu'aux commerciaux ou à l'administration des ventes qui vont avoir une vue sur la capacité de production et le rendement de la ligne qui se trouve derrière eux. Voilà. Donc, rien de plus parlant que ces deux photos où vous voyez en fait tout simplement la finalité de ce projet. Et donc, un projet qui, comme je le disais tout à l'heure, est un mélange entre des automaticiens, des informaticiens, donc qui sont les compétences que nous retrouvons chez Operametrix, avec une capacité à aller jusqu'à la ligne de prod, connecter un capteur, un codeur ou tout ce qu'on peut imaginer nécessaire pour rendre l'information accessible au système d'information. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre écoute si vous avez quelques questions. Merci beaucoup, Sylvain. Eh bien, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser à l'écrit ou à demander à prendre la parole. Alors, pouvez-vous nous donner une idée de la taille de la société Operametrix? Oui, bien sûr. Alors, Operametrix, aujourd'hui, nous sommes 15 personnes euh, pour la totalité basée à Balma. Nous sommes également en train de déployer une agence en région lyonnaise. Et donc, l'équipe tente à se développer encore et encore. On a une autre question. Le TRS a-t-il été amélioré avec votre solution? Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore l'information sur le taux de rendement synthétique de la ligne, mais certainement qu'il a été amélioré dans le sens où euh, les retours des opérateurs, au moment où je vous parle, on est encore en train de déployer certains sites pour être très transparent chez ce client. Donc, il y a un retour d'expérience qui est encore en cours de consolidation, mais clairement, le TRS a été amélioré. Oui. On a une autre question. Ces solutions sont-elles accessibles à des petites et moyennes entreprises?
Totalement, oui. Effectivement, là, le cas d'usage que je vous ai présenté, ça touche une structure du CAC 40. Donc, effectivement, je suis allé d'un côté de la balance, mais on peut aller complètement de l'autre. Et effectivement, ce sont des solutions qui sont totalement accessibles à des PME dès l'instant où elles ont un outil de production, dès l'instant où elles ont une volonté toute simple hein, d'aller chercher de l'acquisition de données. Mais il faut imaginer que on est capable de déployer ce genre d'outils à l'échelle de quelques milliers d'euros, voire à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de la taille des ateliers, de la taille des usines et la taille des besoins. Mais il faut vraiment imaginer que c'est totalement accessible, même avec une structure réduite de quelques salariés, et il y a du gain à obtenir. J'ai une question supplémentaire, c'est avez-vous eu des cas d'usage, par exemple, pour piloter une chaîne d'embouteillage ou la gestion d'un chai de taille conséquente? Oui, tout à fait. Au moment où je vous parle, on est en train de... alors, je peux les citer puisque maintenant le projet est en mise en service cette semaine. On est en train de travailler sur le chai un des chais de la société Courvoisier, donc qui est dans le Cognac, pour lequel on est sur un projet alors, qui est plus proche de la supervision et de l'automatisme que du management visuel, puisque en termes d'interface, on est resté sur quelque chose de très orienté visualisation du Mm. procédé, mais c'est effectivement tout à fait possible et réalisable. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité de la question. On parlait de chaîne d'embouteillage et gestion d'un chai de taille conséquente. Donc, je confirme, oui, effectivement, pour la gestion d'un chai. On est également présent sur la cave coopérative de Puy-Lachaise, sur des questions d'automatisme. Et donc, pour piloter une chaîne d'embouteillage, effectivement, ben voilà, on est dans la filière. Eh bien, merci pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste encore 1 minute Alors, je par vois rapport au qu'il y avait timing. dans le chat, il y avait une, un petit Ah, commentaire disant que l'enjeu, c'est toujours la pertinence des infos et le management. Et je mm. confirme, effectivement. Et c'est l'intérêt de travailler notamment avec, dans le cas présent, un ergonome qui est orienté sur cet aspect acquisition de données, création des indicateurs. Nous, on se garde de se positionner à la fois en tant qu'intégrateur et à la fois en tant que, on va dire, concepteur de l'application en elle-même en termes de définition des indicateurs, parce que, comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec les intervenants qui vont nous suivre, et je pense que notamment la société Flutiliante sera beaucoup plus à propos que moi sur ce sujet. Nous, on est des intégrateurs. Donc, ça veut dire qu'en gros, on part d'un CCTP, d'un cahier des charges, pour lequel on va nous dire, voilà quel est notre problème, voilà les choses dont nous avons besoin, voilà les paramètres que nous devons surveiller. Et nous sommes capables de prendre tout ça et de dire, ben, voilà comment on va aller chercher votre paramètre à la source, parce que vous allez dialoguer avec une machine qui est une machine industrielle. Et voilà l'architecture que nous allons mettre en place pour que cette information soit à votre disposition en bout de chaîne. Voilà. Mais en aucun cas, le métier d'Operametrix est de dire, eh bien, voilà ce que nous devrions surveiller parce que ça va vous amener tel gain à la fin. Voilà. Ça, on préfère le faire avec des gens dont c'est le métier, avec des bureaux d'études, avec des spécialistes de la filière, qui, eux, vont dire, voilà pourquoi on va surveiller ce paramètre, parce qu'on va avoir tel gain à la fin. Et nous sommes un peu les architectes et les petites mains qui vont faire en sorte que cette info circule de bout en bout. On a une petite question qui s'est rajoutée. Quelle est la spécificité d'un process verrier? En fait, un process verrier, il faut imaginer en amont, on a de la matière première qui est souvent issue du recyclage du verre. Et puis, on a un four, quel que soit le type d'énergie qui l'alimente, mais c'est un four qui ne s'arrête jamais. Quand on l'arrête, c'est pour le casser et le refaire. Donc, ça veut dire qu'en gros, un process verrier, à partir du moment où on a mis un four en service, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut en permanence exploiter la ligne et puis ben, fabriquer la bouteille, l'assiette, le verre, enfin, la vitre, si on est plutôt dans ce domaine-là. Et c'est un process donc qui est un enchaînement de tâches
jusqu'à une phase de palettisation et puis de logistique de produits finis. Et entre les deux, eh bien, on a du moulage, on a du contrôle qualité, et puis on a des recettes qui vont faire que on se positionne sur un produit d'une certaine teinte, ou d'une certaine forme, etc. Donc c'est très linéaire et c'est un flux continu. Eh bien, merci Sylvain. Avec Est-ce qu'il y a plaisir. une dernière question? Je n'ai pas l'impression. Alors, je vous propose qu'on poursuive avec le prochain cas d'usage. Merci. Merci beaucoup. Et qui est sur la gestion de l'exploitation, monitoring et l'optimisation de la production. Donc, avec Ertus Group. Et donc, c'est Benoît Roger qui est responsable de l'agence Grand Sud, avec qui je vais donner tout de suite la main et la parole pour la présentation du coup de leur cas d'usage. Bonjour, Benoît Roger, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci Angélique pour toute cette organisation. Donc je vais vous présenter rapidement la société et le cas d'usage que j'ai choisi pour cette thématique Ouais. matinale. Un petit mot, alors du coup, est-ce que Est-ce que ça marche? Oui, c'est ça a l'air de marcher? Ben, alors, ça a l'air de marcher. Moi, je vous le dirai si j'ai un petit souci de pas de défilement. souci. Donc, Ertus Group, c'est une société qui édite Process to Wine. Elle est née en 2000. Aujourd'hui, on compte 35 personnes. On a 3 bureaux qui sont situés à Bordeaux, à Montpellier, bien sûr, et puis à Reims. Aujourd'hui, notre expertise est 90% orientée sur la filière vin. Pour Process to Wine, vous le décrire en quelques mots, il s'agit d'un logiciel ou d'une solution ou d'une plateforme, on peut lui donner ces noms-là, de nouvelle génération qui est dédié au suivi de la production. Donc, on est très fortement orienté sur les questions techniques et organisationnelles dans l'entreprise, avec, je vais vous donner un petit mot sur le périmètre fonctionnel que vous voyez là. Le périmètre fonctionnel, en gros, nous démarrons de la plantation de la vigne et nous allons jusqu'au conditionnement à l'embouteillage. Donc, toutes les opérations à la vigne, en gros, tout ce qui va permettre de suivre la production au chai jusqu'au conditionnement, avec quelques modules qui aujourd'hui sont au service des entreprises, le suivi des temps, le suivi des stocks, la préparation des certifications, l'organisation, enfin l'entrée des données machines via des GPS connectés, etc. Voilà, ça c'est notre périmètre fonctionnel. Donc on est vraiment un outil dédié à la gestion technique. On est là pour monitorer, optimiser la production. Notre outil peut servir d'outil de contrôle, d'organisation, de planification. Et ça permet, la finalité, c'est de sortir des indicateurs agroéconomiques, de sortir une traçabilité évidemment, et d'être un support pour tout type de certification, HVE, Bio, BRC, IFS, etc. Alors, j'ai choisi de vous présenter un petit cas client qui est quand même, je crois qu'il faut que, voilà, de vous présenter un cas client qui est de plus en plus répandu lorsqu'on fait appel à nous, qui est la maîtrise des coûts. Donc, j'ai pris Christian, qui est directeur technique sur 3 domaines, et dont l'enjeu qui est donné par la direction, par les propriétaires, et que le métier lui-même veut, c'est de maîtriser ses coûts. Donc, j'ai défini un petit peu sur la gauche de l'écran euh, les enjeux pour Christian, qui est directeur technique, et puis de l'autre, j'ai mis un peu en parallèle quels étaient, nous, notre apport métier. Globalement, ce qu'il faut dire, c'est que Christian va évoluer sur cet enjeu de maîtrise des coûts dans un contexte qui est difficile. D'abord, il y a une contraction de la demande, globalement. Ensuite, il y a un changement des écosystèmes et du climat.
ce qui veut dire plus de travail d'adaptation, ce qui veut dire aussi des certifications à respecter. Donc tout ça fait que l'environnement n'est pas simple. De notre côté, l'expertise, au-delà évidemment des seules questions de traçabilité, c'est précisément de mesurer la performance économique du point de vue opérationnel, hein, j'entends, grâce à cet outil Process2Wine qui va être collaboratif, qui doit avoir une saisie intuitive et simple, et qui doit permettre de consolider très facilement des données, de les croiser et de les sortir sous forme de tableaux, de cartes, comme on souhaite. Donc l'objectif commun quand on doit relever ce défi, c'est d'un côté d'optimiser la performance, tout en digitalisant les processus métiers, ce qui est notre activité de base. Alors, comment y arriver? Je vous ai, ah oui, sur l'écran. Comment y arriver? Alors, comment peut-on y arriver en fait grâce à une plateforme dédiée au métier, c'est-à-dire dédiée à la gestion de la production? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont Process2Wine a été conçu. C'est-à-dire, il a été conçu à partir d'un principe de fonctionnement qui est très simple. On va définir une action, une opération, ce qu'on appelle nous un ordre de travail, mais tout ça est synonyme, qui est l'unité minimale à partir de laquelle on va enregistrer des informations pertinentes. Ça nous permet d'articuler toutes les dimensions impliquant un coût, des parcelles ou des lots de vin, bien entendu, mais aussi des intrants, des temps passés, etc. Donc chaque fois qu'on enregistre une opération dans Process2Wine, on le voit sur la petite roue, on va pouvoir saisir en temps réel, quasiment en temps réel, tout ce qui est important pour cette maîtrise des coûts, consolider des données et permettre, par exemple, de connaître l'état des chantiers, de planifier la suite, de calculer ces indicateurs économiques. Et donc l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir d'un côté un outil tout à fait simple pour, pour qu'il y ait une saisie optimale, ça c'est extrêmement important, et de l'autre côté d'avoir un outil complet pour exploiter l'information grâce à, on va dire, un outil de reporting ou de BI qui soit intégré. Donc une fois que j'ai dit ça, là je vais reprendre l'exemple de Christian, dont la tâche pas évidente est de rationaliser les coûts et de choisir judicieusement ses investissements. Donc là, je vous présente des interfaces qui sont plutôt des interfaces dites métiers, c'est-à-dire des interfaces de saisie. Mais ces interfaces de saisie, derrière, elles ont un enjeu très important. Et cet enjeu, c'est que ça permet, lors des réunions hebdomadaires ou à chaque fois qu'on fait un point avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de donner très précisément l'encours des tâches avec le niveau d'avancement afin éventuellement de prévenir des retards. Ça permet bien sûr de donner un volume d'heures par personne, par type de travail. Donc, toutes ces choses sont tout à fait possibles, de sortir des inventaires de produits ONO, phyto, etc. D'avoir l'état actuel des dépenses par rapport au prévisionnel, ça c'est absolument essentiel. Et puis, évidemment, de préparer aussi ces audits. Donc, avant d'utiliser Process2Wine, nos clients, on fait toujours un état des lieux, nous disent qu'ils ont une multitude de supports, des tableurs dans tous les sens, et pas vraiment de visibilité en temps réel. Donc l'idée, c'est qu'avec Process2Wine, et donc avec la possibilité de s'organiser complètement différent, d'abord, tous les domaines et tous les salariés des domaines sont sur le même environnement. Donc ça permet d'interagir, ça permet de consulter toutes les données à la fois, et ce qui ne veut pas dire que tout le monde voit tout. C'est-à-dire chacun peut avoir un accès qui lui est tout à fait dédié, spécifique, par rapport à son domaine de compétences et par rapport à ce qu'il a besoin de saisir. Donc quand on a tout le monde qui est bien connecté dans l'entreprise sur l'outil Process2Wine, on peut saisir à partir d'un téléphone, d'une tablette, ce qu'on veut. Et ça facilite évidemment la maîtrise des coûts en temps réel. Donc ça concerne tous les services de production, ça peut aussi concerner les services qualité, les services commerciaux,
voire administratifs, qui ont besoin de sortir tel report, tel reporting, pour savoir ce qui peut être vendu, pour savoir si on est dans les clous, pour savoir où on en est du nombre d'heures. Voilà, en gros. Euh, donc, ça fait quand même une sacrée économie de paperasse, tout le monde nous le dit, et ça fait surtout quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus ergonomique pour pouvoir structurer les données dont on a besoin à la fin. Donc, en fait, on fait des économies à cette échelle-là. On connaît en temps réel facilement l'ensemble des données techniques, mais aussi qui ont un impact sur la gestion de l'entreprise. On connaît la disponibilité des vins, on peut préparer ses certifications, etc. Je m'arrêterai là pour cette, cette présentation très globale. Et si, bien entendu, vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Benoît, pour la présentation de ce cas d'usage. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. On attend une petite minute, le temps que les questions arrivent. Je redis à chaque fois, mais vous pouvez aussi prendre la parole pour la dire à l'oral, votre question. Ah, une question est arrivée. Combien d'outils de supervision avez-vous commercialisés en France? Alors, à moi personnellement, ou, combien Ertus Group commercialise d'outils de supervision? Et vous voulez préciser Ertus Group. Alors nous, Ertus Group ne commercialise qu'un seul outil de gestion de production qui s'appelle Process2I et qui est, on va dire 90-95% du temps dédié à la filière vin. Ça nous arrive d'avoir des clients qui font un peu d'arboriculture, par exemple, ou alors, surtout qu'on va être dans un contexte qui va évoluer en la matière, on va probablement aller vers plus une polyculture qu'une monoculture dans ce qu'on a connu. Mais notre seul outil pour l'instant, c'est Process2Wine. On a des modules un peu experts dont je n'ai pas parlé, qui font davantage appel à ce qu'on appelle un peu pompeusement parfois l'intelligence artificielle, mais ça restera toujours autour de Process2Wine. Donc on n'a qu'un seul outil. Merci. On a une autre question. Comment a été perçue la saisie qui semble importante? Y a-t-il une acquisition automatique? Alors, il y a de l'acquisition automatique, notamment sur tout le travail machine. On a été très soucieux de simplifier au maximum, en gros d'aller vers ce qu'on appelle parfois le zéro saisie. Donc avec la connexion des GPS qui enregistrent directement tous les travaux machines, on a réussi à faire un grand pas en avant et notamment à, on va dire, débarrasser la question de qu'est-ce que j'ai fait, quand, est-ce que je m'en souviens, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement pratique quand on peut le faire. Pour la saisie des opérations de piétons, c'est plutôt attaché à développer ce qu'on appelle une interface mobile, mais je crois que c'est Anthony Clénet qui en parlait tout à l'heure. Donc en gros, vous avez votre Process to One sur votre téléphone et vous pouvez très bien savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait, et donc saisir en très peu d'opérations tout ce que vous faites, que vous soyez au chai ou à la vigne d'ailleurs. Hein. Les deux interfaces sont tout à fait possibles. Donc on n'est pas sur du zéro saisie permanent, mais en tout cas on a bien étudié l'ergonomie pour que ça soit ce qu'on appelle un parcours utilisateur dans le monde de l'informatique. Ça jargonne un peu parfois, mais ça veut bien dire que vous démarrez, vous ouvrez, vous démarrez, vous êtes bien guidé et vous obtenez une saisie propre voilà, sur tout type de tâches. Après, c'est vous qui allez décider un petit peu la granulométrie. Est-ce que vous voulez quelque chose de très précis? Est-ce que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus global? Ça, on s'adapte complètement au contexte des clients.
Et on a un petit peu répondu, je pense, à la question suivante qui était en lien. Les entrées sont-elles humaines ou mettez-vous en place des capteurs? Donc, il y a des... Alors effectivement, là, c'est les deux. L'humain reste quand même au centre de la, du bon fonctionnement de Process to Wine. Sur les capteurs, alors, je distinguerai, bon, je ne parlerai pas seulement des GPS. Demain, effectivement, le gros sujet, mais on ne doit pas du tout être les seuls, c'est d'arriver à intégrer directement de la donnée qui vienne de tout type de capteur, qu'on soit à la vigne ou au chai, de façon, j'ai envie de dire, à rendre la lisibilité des opérations, des mettre en perspective et que ce soit très clair. Mais c'est un vrai challenge parce que euh, il y a beaucoup de capteurs différents. Ils n'ont pas tous les mêmes protocoles de communication. Donc, nous, on essaye de travailler là-dessus en bonne intelligence. Et on avait un commentaire, du coup, là, c'est l'éternelle question des outils de supervision, ce qui est faisable via des automates ou des processeurs sur machine, des beaucoup moins dans les métiers agricoles. Beaucoup de vignerons et d'œnologues ont peur de ces outils automatisés. Leur volonté de tout contrôler est un frein à cette tendance. Et pourtant, Oui, alors je ne sais pas si c'est la volonté de tout contrôler des vignerons ou des œnologues ou des consultants en général. C'est pas forcément une contradiction. Encore une fois, les gens qui s'adressent à nous, ils ont en général, écumé toutes les possibilités d'Excel, toutes les possibilités qui s'étaient bricolées depuis des années, pour se dire, mais à un moment donné, ça devient simplement ingérable. Enfin, si vous essayez, par exemple, d'avoir une bonne vue consolidée de toutes vos analyses sur un lot de vin, euh, il faut quand même bien dire que ce genre d'outil est extrêmement précieux parce que vous allez passer très peu de temps sur l'importation d'analyse. Je prends cet exemple volontairement. Et à l'arrivée, vous avez tout qui est extrêmement bien positionné sur les lots de vin. Ceux qui sont sortis, vous pouvez les récupérer ou ceux sur lesquels vous voulez mettre des alertes, par exemple. Donc, c'est freiné, mais les mentalités ont quand même beaucoup changé aussi. eh bien, je pense que merci pour cette intervention, Benoît. Et puis, on va pouvoir Merci à vous. passer du coup à la présentation suivante sur la partie transformation, monitoring et optimisation de la production avec un cas d'usage sur l'irrigation intelligente proposé par la société Viveris. Et donc, c'est Clément Van Overstraten. Est-ce que j'ai bien À prononcé? peu près, Van À Verstappen, peu près. bien essayé. J'ai essayé quand même, hein. Voilà, Qui est ingénieur commercial chez Viveris. c'est Je te ça. donne la main, Clément. Merci Angélique. Bonjour à tous. Effectivement, du coup, moi, je vais vous présenter le thème un thème en lien avec le monitoring et l'optimisation de la production grâce à ce monitoring. L'idée, c'est de montrer deux cas d'usage où on est parti d'une idée d'un client, d'une idée pour répondre à un besoin jusqu'à une solution qu'on a réalisée. Donc moi, je suis Clément Manastraten, comme a dit Angélique. Je suis ingénieur commercial chez Viveris, donc dans l'agence de Montpellier. On traite la zone qui va de Montpellier jusqu'à Aix-en-Provence-Marseille. Moi, je m'occupe de Montpellier. Pour le coup, on est vers Port-Marianne pour ceux qui connaissent. Et voilà, je viens d'une école d'ingénieur à Polytech Montpellier en électronique et j'étais embarqué. Je suis parti au commerce ensuite chez Viveris depuis 1 an et demi maintenant. Voilà, alors le premier cas d'usage, ça marche les diapos. Oui. Le premier cas d'usage, du coup, c'est le cas d'usage de l'irrigation, donc qui consiste à apporter artificiellement l'eau qui manque aux végétaux. Et donc, on avait un client qui devait répondre à deux enjeux écologiques avec le manque d'eau qu'on peut connaître notamment dans la région, et des enjeux économiques avec l'eau qu'il faut payer. Et donc, il cherchait une solution pour trouver une efficience avec ces deux enjeux. Et donc, Ouais. On a un bug. Clément. Ah, bah, on a perdu Clément. Zut. Alors, je sais pas. Ce sont les aléas du direct.
Est-ce que simplement il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de connexion? C'est le cas aussi. Alors, bon, si ça revient pas, mais je pense qu'on peut passer au cas suivant et puis on reviendra sur la présentation de Clément ensuite. Bon, je regarde s'il se reconnecte, mais bon, apparemment, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, je propose qu'on aille et qu'on revienne quand Clément se sera reconnecté sur la présentation de son cas d'usage. Ce sont les aléas du direct. Donc, le cas d'usage suivant, donc, c'est sur l'optimisation de la distribution et organisation du dernier kilomètre. Donc, avec Christophe Randelet, qui est dirigeant de Willog, qui va nous présenter du coup son cas d'usage. Donc, Christophe, je te donne la main du coup pour les passages de slides et pour te présenter. Ça remarche. Ah, ça remarche, tu es revenu? Désolé, ouais, j'ai le wifi du bureau partagé qui a coupé, mais c'est revenu. Donc, Désolé. on allait passer, on ne Ouais. savait pas combien de temps Je ça allait pense. prendre. Bon, écoute, comme tu es revenu, on n'a pas démarré. Allez, on reprend où tu en Ouais. étais. Christophe, on revient Désolé, après. hein. On en était là. Ouais. Hop. Du coup, ouais, je sais pas si vous avez entendu, donc on avait un client qui recherchait une efficience donc, sur les enjeux écologiques et économiques. Du coup, pour ce client, on a réalisé. Ah, c'est bon, ça marche. Oui, On a réalisé un système qui permet de mesurer la tensiométrie, donc pardon, l'humidité dans les sols, pour qu'il puisse piloter son arrosage en fonction des besoins des végétaux. Donc c'est un système qui a une centrale autonome qui est enterrée et qui communique un système central qui remonte les données aux utilisateurs pour piloter l'arrosage. Ce qui est intéressant avec ce client, c'est on est vraiment intervenu sur toute la phase du développement, de l'étude en amont, donc l'étude de faisabilité, l'étude technico-économique pour lui présenter les différents choix techniques et les enjeux économiques associés, et enfin l'aider à la décision pour qu'il fasse le choix le plus pertinent en fonction de ses enjeux. Une fois ces études amont faites, on a fait l'étude et la réalisation du système embarqué. Donc, vous avez à gauche l'environnement technique, le type de processeur utilisé, le type de communication. Et du coup, on a fait un système qui est autonome pendant à peu près un an avec une alimentation low power sur pile. On a aussi fait la plateforme de service qui permet du coup à l'utilisateur de voir les différentes mesures de tensiométrie et ensuite la production du système pour qu'il puisse l'installer sur ses parcelles. Donc voilà, c'est un cas d'usage où on est intervenu vraiment sur l'ensemble du cycle de l'étude de faisabilité jusqu'à la production. Deuxième cas d'usage où on est intervenu, hop, j'ai un peu de temps, c'est pour un client par rapport à l'épandage des boues, donc c'est les boues d'épuration, des stations d'épuration. Donc c'est les boues qu'on répand sur les champs pour améliorer la productivité. Il y a deux enjeux importants de réglementaires et écologiques qui sont liés, car il y a certaines normes auxquelles on doit répondre. Et donc il y a un besoin de traçabilité qui est important. Donc pour ce client, hop, je passe la diapo. Hop, elle va passer bien. Ah, j'ai la diapo qui ouais, passe. Ah, c'est moi, elle passe. c'est bon. Pour ce client, donc, qui est une société de collecte, de traitement, de valorisation des boues d'épuration en agriculture, on a réalisé en fait le développement de l'application qui gère les produits, la logistique de commande et l'acheminement des produits, donc tout ce qui est traçabilité, et ensuite l'épandage en exploitation agricole et le suivi agronomique des parcelles. Donc on est intervenu en deux phases pour ce client. D'abord une refonte complète de l'application qu'il avait vers des langages de programmation plus modernes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a aussi déployé dans le cloud sur AWS. J'insiste un peu là-dessus car c'est une expertise qu'on a chez Iberis, le cloud, notamment avec AWS, avec qui on a un partenariat. Donc là aussi, on est intervenu un peu sur toute la phase, sur la conception technique et fonctionnelle, sur le pilotage et la coordination, donc la partie MOA, le développement de l'application web et aussi sur tablette,
la mise en place d'outils tels que Git, GitLab, etc. Et enfin, la recette. Donc là, on est intervenu sur toute la refonte de l'application, puis ensuite sur l'accompagnement au changement. Quand on a un nouvel outil, souvent les utilisateurs, ça peut être compliqué pour utiliser ce nouvel outil, surtout quand l'ancienne application est utilisée depuis un long moment. Donc là aussi, on a des personnes qui sont intervenues pour les accompagner au changement, former les utilisateurs pour que la transition se passe au mieux. Et du coup, depuis 2020, on s'occupe aussi de la TMA, du coup, de la maintenance de cette application pour la faire évoluer dans le temps, apporter les corrections, apporter de nouvelles fonctionnalités. On est passé en démarche agile. L'agilité, c'est un thème qu'on connaît bien chez Iveris, avec des formateurs agiles au sein de notre groupe. On participe, pour ceux qui connaissent, à l'Agile Tour chaque année à Montpellier, auquel on est sponsor. Et voilà, donc c'est un domaine qu'on connaît bien. Voilà pour ce deuxième cas d'usage où là aussi on est intervenu sur toute la phase, toute la phase de développement. Voilà, pour finir, je vais vous présenter Viveris un peu en général. Donc ce qui est important, c'est qu'on est une société de conseil d'ingénierie, on n'est pas un éditeur de solutions. Les deux solutions que je vous ai présentées, elles appartiennent aux clients, la propriété appartient aux clients, nous on les accompagne dans le développement, mais on n'est pas propriétaire de ces solutions. On est un groupe indépendant parce qu'on a été fondé il y a une trentaine d'années par une famille dirigeante, une famille d'ingénieurs qui dirige encore l'entreprise aujourd'hui. On n'est pas coté en bourse. Donc on travaille sur le long terme avec les clients, avec les consultants, où il y a un turnover qui est faible. Dans 4 grands métiers, en fait, les 4 grands métiers, on intervient sur toute la chaîne de la donnée, donc de la captation de la donnée par un système embarqué, le transfert de cette donnée via des infrastructures informatiques, pour la mettre sur un système d'information pour que l'utilisateur puisse le visualiser, avec derrière de l'informatique technique pour que les données soient plus lisibles pour un utilisateur lambda. Donc aujourd'hui, on a environ 900 personnes. C'est une taille qui nous permet d'adresser des grands comptes, comme des PME, des ETI, des TPE. On adresse tout type de comptes. On n'a pas de souci avec ça. Avec deux types d'activités. Donc majoritairement, on fait de la régie classique, comme tous les ESN, des consultants qui vont en mission chez le client. Mais on a une part non négligeable de projets, comme vous avez vu précédemment, qui sont réalisés depuis nos agences. On a des bureaux d'études et cette capacité de réaliser des projets pour tout type de clients. Voilà, là vous avez les différents secteurs dans lesquels on intervient, dans les énergies renouvelables, dans le domaine du ferroviaire, on travaille beaucoup dans le ferroviaire chez Iveris. Voilà, on est multisecteur, on n'est pas spécialisé, mais on adresse différents secteurs avec nos pôles d'expertise dont j'ai pu un peu vous parler, le cloud dont je vous ai parlé avec le partenariat avec AWS. On adresse aussi d'autres providers, Azure ou GCP, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, si vous avez des projets cloud, n'hésitez pas à nous contacter. L'agilité aussi, on a une expertise. Aujourd'hui, à Montpellier, on est une cinquantaine, donc à Port-Marianne, on est aussi à Toulouse, à Lyon, en Île-de-France. Donc voilà, on est à peu près dans toute la France. Oui, j'en ai pas dit, on est aussi accrédité CIR, donc on peut faire des travaux R&D. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions pour plus tard, des projets, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Clément. N'hésitez pas si vous avez quelques questions à lui poser. Ah, il y en a une qui arrive. Combien de parcelles sont suivies grâce au tensiomètre et quel pourcentage cela représente-t-il de la SAU? Au-delà de la mesure des capteurs, y a-t-il un outil d'aide à la décision associé dans le système qui est développé? Alors, c'est un système qui est assez ancien. Le premier projet que je vous ai parlé, il date d'une dizaine d'années. Combien il y en a qui ont été installés? Je ne sais pas, je vous avoue, je n'étais pas chez Iveris à ce moment-là, donc j'ai pas trop d'idées. La SAU, je ne connais pas, je suis pas très expert dans le domaine, donc la SAU, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus sur ce que c'est. Surface agricole utile. J'ai pas la réponse, je pourrais m'enseigner si vous voulez auprès des personnes qui ont un peu plus de compétences là-dessus pour vous répondre. Et non, je pense pas qu'il y avait un système de décision associé, parce que comme je vous ai dit, c'était développé il y a un moment par Viveris. Donc à cette époque, il n'y avait pas de système de décision associé. Mais c'est des développements qui auraient pu être faits si le besoin avait été demandé par le client.
Voilà. Merci. D'autres questions? A priori, on n'a pas de questions supplémentaires. Bon, si des questions vous viennent au cours enfin, voilà, au cours du webinaire, n'hésitez pas aussi à continuer de les poser et à adresser directement à l'intervenant qui est concerné. Je vous propose qu'on continue. Merci beaucoup, Clément, pour ton... Ah, j'ai une petite question vite sur le fil. Sur quel réseau allez-vous basculer après l'arrêt de la 2G? Pour la première application ou la deuxième? Pour la première, je pense. Parce que moi, je vois Pas pas la question précisé. là. C'est pas précisé. C'est dans la partie Q et R. C'est pas précisé. Je sais pas si vous voulez préciser, Olivier de IoT Ah, ben c'est Olivier. La première. Pour la première, je pense qu'elle est plus utilisée, la première application, parce que ça date il y a plus de 10 ans, donc c'est pas d'actualité, je pense. D'accord. Très bien, merci. Merci Clément pour ton intervention. Et puis, on va passer du coup au cas d'usage suivant sur l'optimisation de la distribution. Donc, avec Christophe Randolet, dirigeant de Wilog, à qui je donne la main euh, pour présenter son cas d'usage sur l'utilisation de mobile et de bag scanner, offrant une aisance aux transporteurs pour le contrôle des livraisons. Voilà, Christophe, c'est à toi. Alors, on n'a pas le son. On va activer le micro. C'est bon? Voilà, c'est bon. Parfait. Ok, merci Angélique. Donc j'ai créé Swap Service en 2005, Swap Service qui a créé donc, les logiciels Glog. Nous sommes éditeurs de logiciels donc dans différents domaines. Alors je vais vous parler rapidement du pourquoi de la création de Swap Service, puis vous présenter un cas concret de développement d'application qui nous a été demandé dans la filière agro, notamment un distributeur de produits du terroir. Ensuite, on regardera donc quelques écrans qui ont permis d'améliorer, je dirais, leur mode de fonctionnement. Swap Service, donc créé en 2005 avec l'idée à l'époque de proposer aux TPE-PME des solutions équivalentes aux ERP qui étaient utilisées dans les ETI, dans les industries. Moi, j'étais ingénieur réseau et donc, à force d'installer des réseaux, on se rendait compte à l'époque, donc il y a presque 20 ans, que les entreprises que les PME étaient très très mal équipées. Aujourd'hui, pour certaines, pour pas mal encore, c'est toujours le cas. Donc à partir de 2005, on a commencé à créer un ensemble de logiciels, donc je disais des logiciels Wilog. Le premier ERP qui a été développé était à destination du principal distributeur de produits de terroir dans le Grand Est. Donc on a développé la gestion des points de vente, la force commerciale, la gestion des transports, une version un petit peu innovante puisqu'on a eu un don de l'innovation à l'époque, de gestion des commerciaux avec tablette, avec un système de réplication. Et ensuite, on a décliné, bien sûr, ces applications vers d'autres métiers. On fonctionne avec les bouche à oreille depuis bientôt 20 ans. Donc, on voit ici l'ensemble. Et on a proposé donc du cloud pour les sociétés, pour les PME, donc depuis 2008. Et en 2019, on a créé, donc on a recréé toutes les applications en web service pour la meilleure maîtrise des objets connectés et pour permettre la mobilité, pareil, en étant attentif à l'ergonomie. Donc je vous avoue qu'il y a quelques années, on ne pensait pas faire autant de choses sur les mobiles. Aujourd'hui, on est capable de créer, enfin, on a des ERP complets sur mobile, on est capable de gérer toute l'entreprise sur un mobile. Et c'est grâce à un artisan, en fait, qui était très motivé, qui nous a poussé à faire un outil complet sur mobile. Et aujourd'hui, donc, il est implanté dans les PME. On va passer au contexte. Est-ce que je peux cliquer, moi? Ça marche pas le passage de slide? Attends, tac. Ouais, c'est bon. Ah, ça passait un peu vite, je crois. Deux slides. Okay. On est bon. Alors, le cas concret, en fait, c'est un client
possèdent un ERP depuis 2018 depuis 2012 et qui souhaitent le faire évoluer. Donc, ils se sont développés très rapidement. Bon, dans ces cas-là, mais il faut revoir un peu les processus de fonctionnement, revoir les outils. Et on se retrouve avec des salariés qui sont de jeunes salariés qui ont des besoins un petit peu différents et des salariés qui sont là depuis une dizaine d'années, qui fonctionnent et qui ont un petit peu, qui sont ancrés en fait dans leur mode de fonctionnement. On nous a demandé de trouver une solution pour améliorer donc la chaîne logistique, les transports, le système des commerciaux aussi. Voilà, et oui, il y a une petite stat qui dit toujours qu'on se rend compte que 50% des logiciels installés depuis quelques années, finalement, sont toujours jugés inaptes. Donc, la problématique. Donc, on va retrouver, bon, ce sont des cas un peu classiques, hein, une dispersion de l'information quand une société évolue rapidement, donc un manque de coordination entre les différents corps de métier, donc des processus mal optimisés, un équipement obsolète et ben, dans certains cas, une résistance face au numérique ou au changement, en fait. Alors, les solutions. Donc, la solution, après un petit audit, bon, assez simple, hein, on sont toujours un petit peu les mêmes problèmes. Donc, on va proposer notre solution web service associée à l'application mobile. Donc, pour le préparateur de commande, c'est un mobile au bras associé à une bague scan. Donc, ça va vraiment changer le mode de fonctionnement de la préparation de commande et jusqu'au transporteur. Aujourd'hui, pareil, c'est assez classique dans les très grosses structures. On n'en voit pas trop encore dans les PME. L'intérêt, c'est d'avoir développé un outil vraiment fonctionnel dans la gestion de l'entrepôt pour la préparation de commandes. Le préparateur de commandes, il a les mains libres, on le comprend, avec une petite bague de scan. Et on retrouve un peu ce système aussi pour le transporteur au niveau donc à la livraison. Et à la livraison, le commercial va recevoir une notification, puisque c'est le commercial, en fin de compte, qui va installer dans les rayons les produits qui sont vendus, par exemple, chez Leclerc, chez Carrefour, dans son rayonnage, en fin de compte, dédié aux produits du terroir. Voilà, donc un petit travail sur l'ergonomie qui est bien passé. Donc, je vais passer à l'écran suivant. Donc, on va passer directement sur les écrans un petit peu du mobile. Donc, quelques éléments qui facilitent la saisie sur les mobiles, donc notamment pour les créations de commandes, pour les commerciaux. Donc, sur le premier écran, on voit la liste des commandes avec les informations nécessaires. Sur le deuxième écran, on voit qu'on peut créer des commandes donc, de 3 façons. En affichant la liste des produits avec le visuel, et sur le troisième écran, en saisissant un code produit ou en partie, ou le nom du produit ou en partie. Et puis, sinon, la solution qui est la plus utilisée, c'est en scannant en fin de compte les codes barres à partir d'un cahier, enfin d'un système avec des feuilles plastifiées. Voilà. Et donc, les commerciaux gagnent, donc on a noté 4 heures gagnées par semaine, enfin, c'est peut-être même plus. Donc, on voit sur le quatrième écran, donc une fois que le produit est choisi, un petit plus, un petit moins à droite à gauche. Bon, voilà, c'est simple et c'est très pratique. Sur le cinquième écran, on voit le contenu de la commande et sur le sixième, on envoie directement la commande au client où on peut directement lancer la préparation de commande. Voilà. Ensuite, sur donc, création de commande, là on est sur la partie transporteur. Donc au niveau de la livraison, on part du planning, donc on a un petit planning qui donne donc avec des indicateurs de couleur qui permettent de voir si comment dire, tout a été réalisé ou s'il reste en fin de compte des commandes à faire. Donc on part du planning, ensuite donc on voit les tâches en bas en fait, et à partir de ces tâches, donc le transporteur va réaliser ces livraisons les unes derrière les autres. Et sur le deuxième écran, donc un glisser vers la gauche sur l'adresse du client et on lance en fait le trajet géolocalisé. Sur le quatrième écran, un
glisser sur la gauche sur la commande et on valide en fin de compte la livraison face au client. Et on voit donc les contenus de la commande qui peuvent être face au client et qui sont validés. Voilà, et c'est à ce moment-là que les commerciaux reçoivent une notification pour pouvoir aller mettre les produits en rayon. Voilà, et donc ensuite, au niveau de la gestion, donc les gestionnaires reçoivent aussi des informations. Donc on a beaucoup d'indicateurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs sur nos écrans. Bon, au fil des années, on a pris le temps, je dirais, avec des personnes qui sont souvent des tours de contrôle, les gestionnaires dans les sociétés, d'intégrer en fin de compte ce qui permet de visualiser, d'avoir une façon de travailler qui est un petit peu différente, d'aller chercher dans les listes. Du premier coup d'œil, on peut savoir, je dirais, les commandes qui sont passées, les commandes partielles, s'il y en a à voir, s'il y a, voilà. Donc ça, c'est une troisième version de logiciel qu'on a fait, je dirais, en 18 ans, on va dire. Voilà, et qui fonctionne dans plusieurs domaines. On a parlé ici de l'agro. On a développé des applications dans le bâtiment pour, en fin de compte, nos logiciels vont de l'artisan à l'électrique 4.0. On a eu récemment, donc l'année dernière, une demande de Saint-Gobain pour fabriquer un outil de planification des ordres de fabrication sur 2 usines. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, un peu rapide. Merci, Christophe. Ben, je ne sais pas s'il y a des questions du coup par rapport à la présentation de ce cas d'usage-là et de toutes les activités proposées par Willog. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Écoute, a priori, alors, combien coûte un tel outil? Vaste Ça question. dépend ça dépend du client. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait quasiment les mêmes outils pour une petite structure de 2-3 personnes qui commence comme pour une société de 50 personnes. Et comme nous-mêmes, on est une petite structure, on s'adapte en fin de compte en fonction du client. En fin. Est-il multilingue? Il est multilingue. Quelle techno utiliser pour l'appli mobile? Alors, en fin de compte, on est PHP Symfony sur toute la partie logicielle et du Flutter sur la partie mobile ici. C'est tout en web service aujourd'hui. Du techno. Ok. Voilà. Où êtes-vous basé? Alors, on est basé à la base donc à Nancy, donc dans le Grand Est. Et puis aujourd'hui, moi, je suis à Marseille et à Montpellier. Merci. Web service est-il égal à microservice? Compris la question. Les web services, c'est une technique de fonctionnement avec des jetons. Il n'y a aucun rapport avec microservice, je ne sais pas. Ok. Non. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? Ou sinon, je propose qu'on passe à la présentation suivante et dernière présentation, dernier cas d'usage. Merci. Alors, merci Christophe du coup pour ton intervention. Simon nous précise que microservice, c'est égal à l'architecture logicielle et web service, c'est le langage de communication. Merci pour ces précisions. Et du coup, c'est à toi, Simon, pour la présentation de ton cas d'usage. Donc, Simon, tu es fondateur de l'entreprise Flutiliante, mais aussi vice-président de Digital 113. Je te laisse du coup la main pour le passage de tes slides et puis pour te donner la parole pour présenter ce cas d'usage sur la digitalisation et l'aide à la décision et au pilotage de process S et OP. Alors là, j'avoue que je ne sais pas exactement. Et au sein d'une coopérative semencière. Donc voilà comment sortir d'Excel pour industrialiser un processus clé de l'organisation.
Parfait, merci beaucoup Angélique et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Simon Montin, moi je suis le fondateur de Flutidian, que je présenterai dans quelques instants, également vice-président de Digital 13 depuis quelques années. Donc ravi de cette belle édition de Digital Future et notamment du timing qui est tenu de manière remarquable. Et donc je vais essayer d'en faire de même moi aussi sur ma présentation. Donc, effectivement, je vais vous présenter un retour d'expérience, un cas d'usage dans le SNOP, donc c'est Sales and Operations, j'y reviendrai tout à l'heure, et quelque part qui a été assez complémentaire avec tout ce qu'on a vu, puisque vous verrez on se placera vraiment sur des sujets d'aide à la décision à partir de données qui sont sous-jacentes et qui viennent notamment de RP ou de logiciels métiers, comme on a pu le voir sur les précédents cas d'usage. Alors, Choc, voilà, super, très bien, ça j'ai déjà dit. Alors, qui sommes-nous chez Flutiant? Donc, chez Flutiant, on est l'éditeur intégrateur d'une plateforme de Smart Data destinée aux PME, ETI et collectivités. Alors, Smart Data, vous savez peut-être pas tous ce que c'est. Le Big Data, par contre, ça doit vous parler. L'idée, c'est de faire un peu la même chose que ce qu'on fait avec ces solutions qui sont plutôt destinées aux grands comptes et à gérer des milliards, des pétaoctets de données mais qui finalement qu'on va nous appliquer dans des périmètres dans lesquels il y a beaucoup de données, trop notamment pour un outil que vous connaissez toutes et tous qui est Excel, mais pas suffisamment pour déployer des solutions à plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros. Le principe, quel est-il? C'est d'aller récolter des données depuis de nombreuses sources pour les traiter de façon automatique, pour ensuite les rendre visuellement accessibles et compréhensibles au travers d'interfaces de pilotage, d'aide à la décision, quoi qu'il en soit, dans des interfaces visuelles et opérationnelles. Nous sommes donc éditeurs, nous éditons cette plateforme. Nous sommes 5 collaborateurs basés à Toulouse, on existe depuis 6 ans maintenant. Et comme l'enjeu d'être un éditeur dans le monde de la data était un peu original, hein, il faut savoir qu'à peu près 99% d'éditeurs dans ce monde-là qui sont américains, mais en plus on a souhaité développer une plateforme souveraine, donc on héberge chez des éditeurs français, OVH en l'occurrence, une solution, une plateforme qui derrière est finalement accessible au travers d'un navigateur web. Donc on partage finalement, et c'est là où c'est intéressant avec le secteur agri-agro, cette volonté de répondre aux enjeux de souveraineté de notre grande communauté européenne avec des outils numériques pour ce qui concerne Flutinet. Et du coup, pour le redire de façon assez simple, hein, on vient récupérer des données depuis plein de sources différentes, notamment des logiciels métiers, tels ceux qu'on a précédemment, des objets connectés, des API, donc c'est des langages informatiques en quelque sorte, évidemment des fichiers Excel, hein, qui sont une source inénarrable de données dans le monde de la PME et de l'ETI, pour produire des cockpits de pilotage, des interfaces d'aide à la décision. On travaille principalement dans des processus métiers un petit peu complexes, dans lesquels les données sont présentes de façon assez forte, sur je dirais, les projets les plus complexes qu'on peut mener, et puis de façon un peu plus prosaïque, on vient automatiser des tableaux de bord Excel. Notre objectif là-dedans, quel est-il? Ça va être de permettre aux utilisateurs de notre solution de mieux comprendre ce qui se passe dans leur organisation pour finalement, plutôt que passer leur temps à produire des indicateurs, à manipuler de la donnée, au contraire, se projeter dans leur métier et construire des analyses fines, des propositions concrètes qui vont leur permettre de mieux comprendre leur métier, mieux accompagner leurs clients, leurs collaborateurs quand c'est des managers, travailler avec leurs responsables qui sont à la tête des organisations et finalement faire en sorte que la donnée soit enfin un outil d'aide à la décision réelle dans les différentes organisations. Donc voilà en quelques mots notre métier chez Flutiliant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le contexte, donc un cas d'usage qu'on a porté depuis 2 ans maintenant sur une coopérative semencière qui est présente dans l'ouest de la France, dont le métier est donc de produire des semences, des graines, pour les revendre ensuite aux agriculteurs qui vont eux-mêmes en assurer l'exploitation. Ce processus-là, c'est un processus qui est quand même assez complexe puisque pour vendre une tonne de graines à un agriculteur, en fait, il faut savoir que c'est le fruit de 4-5 années de production itérative dans lesquelles, en quelque sorte, on augmente les volumes. Donc, on commence par semer quelques graines, puis en récolter quelques kilos, puis en récolter quelques tonnes qui sont celles qu'on pourra vendre. Évidemment, c'est un métier donc
agricole en tant que tel, donc qui est soumis à un certain nombre d'aléas, de contraintes de production, de disponibilité des champs, on a parlé de problématiques d'eau, on pourrait parler de tempêtes, de feux de forêt, et ainsi de suite, puisque notamment ce client-là travaille à l'échelle de la planète entière, et donc avec aussi bien des clients comme des producteurs, puisqu'ils parfois sous-traitent la production de ces graines qui sont présents sur l'ensemble de la planète, avec des problématiques donc de temps d'acheminement des semences avant de pouvoir les amener sur des usines d'ensaçage ou en tout cas de production un peu plus complexe. Donc finalement une coopérative, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une empreinte géographique assez importante, soumise à des aléas assez fortes, et donc un process de production assez compliqué. Et donc, ce process, un des enjeux là, dans ce contexte-là, c'est celui de ce qu'on appelle le processus SNOP, donc Sales and Operation Planning. Donc, comme souvent, pour présenter ce principe-là à ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais chez Wikipédia, hein, qui est quand même qui a souvent très, très bonne définition, et donc qui définit ce processus-là comme étant un processus de décision périodique, donc c'est-à-dire qu'on va revoir assez régulièrement, en général de façon mensuelle, qui est collaboratif, puisque l'objectif c'est de récupérer un certain nombre d'informations de plusieurs parties prenantes au sein de l'organisation, et c'est là, je pense, le fond du sujet, établir un consensus entre les objectifs de vente ou de distribution. Si je reprends mon exemple, je vous ai dit que le processus de production des semences prenait 4 à 5 ans chez ce client-là. Il faut donc mettre en place un volume de production qui soit en adéquation avec un volume de vente en perspective à 5 ans, et puis s'assurer qu'on produit sur chacune des étapes suffisamment de semences de graines pour atteindre les objectifs de vente. Le but de tout ça étant bien sûr de se mettre d'accord sur le fait que chaque étape va être responsable d'un niveau de production important, compris par ceux qui sont responsables de ce processus-là et accepté par les parties amont et aval. Donc je le présente souvent comme une chaîne croissante finalement qui monte de la production jusqu'à la vente et qui descend de la vente jusqu'à la production, en disant à la fin, moi, si je veux vendre 500 tonnes de graines, j'ai besoin, 5 ans en avant, qu'on produise 50 kilos de graines, puisque c'est ça qui va permettre d'y arriver. Et chaque étape doit être en capacité de produire et de s'engager à produire ces différentes étapes pour permettre à l'ensemble de l'organisation d'atteindre ses objectifs. C'est ça, ce processus SNOP. Et chez ce client-là, donc il est grosso modo constitué de 4 étapes de production. Donc, ce sont des semences, des générations de semences, depuis la R&D aux pré-bases, aux semences de base, puis aux semences R1, qui sont les semences qu'on va commercialiser, soit de façon pure, soit de façon composée, c'est ce qu'on appelle des produits, et avec un métier d'approvisionneur qui peut venir en appoint combler des manques, soit parce qu'on n'a pas été en capacité de faire la production, soit parce qu'on en a besoin pour produire la chose. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est quand même très métier. Je vous en parle avec moi une vision plutôt d'informaticien, donc j'espère que c'est suffisamment clair. Mais avec en plus de ces contextes-là, des notions assez fortes, des notions de pérennité des semences. Ça veut dire qu'une semence, en fait, une graine, quand elle est plantée, elle va produire sur plusieurs années au cours du temps, avec des délais entre les semis et les récoltes qui sont assez variables, et puis bien sûr, une gamme assez large chez eux, puisqu'on a travaillé notamment sur les semences fourragères, donc c'est plus de 500 variétés, plus de 1000 produits qui sont commercialisés à la fin. Évidemment, comme dans toute ETI, ce processus-là, il a fait l'objet d'une première modélisation à travers de l'outil que vous connaissez toutes et tous, que vous pratiquez quotidiennement pour la plupart, qui est Excel. Et donc, qui amenait un certain nombre de forces et un certain nombre de faiblesses. Donc, je vous ai mis ici quelques copies d'écran du point de départ. Excel, vous voyez ces formidables tableaux. On va tenter de mettre un peu de couleur et faciliter la saisie, dans lequel on venait saisir finalement ces objectifs de production sur chacune des étapes. Mais avec du coup la limite d'Excel, plus de 600 lignes à parcourir, à enseigner, sur une trentaine d'onglets, et finalement assez peu de maîtrise des modifications, des erreurs ou de l'accès qui pouvait être fait. Avec quand même un processus qui a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'un pilotage, entre guillemets, à la semence qui était à peu près réalisé, avec toutes les limites qu'on voit dans Excel en termes de facilité d'accès, en termes de temps de chargement, de calcul, parce que je vous laisse imaginer la taille du fichier, hein, c'était plusieurs minutes d'attente avant de pouvoir accéder à la moindre information. Et surtout, dans les 2 points bloquants qui ont fait collaborer avec cette entreprise-là, c'est l'impossibilité de collaborer sur ce fichier Excel. Or, vous l'avez vu intrinsèquement dans la définition même du processus, c'était un point de départ. Et du coup, il se trouve qu'il y avait une personne qui était le grand maître de ce fichier Excel et qui en assurait à la fois la maintenance,
le renseignement des informations, en allant les chercher avec les différents acteurs du processus, et finalement la mise à jour derrière. Donc un sujet qui devenait très problématique pour une entreprise qui avait une volonté de croissance, qui avait une volonté d'engager ses collaborateurs, collaboratrices dans ce processus-là, et s'assurer que tout le monde puisse être acteur de ce process. Donc, on les a aidés en finalement digitalisant ce process-là pour, un, faciliter la saisie, deux, faciliter la restitution. Alors, concrètement, un projet de digitalisation dans des projets comme ceux-là, c'est des projets dans lesquels, vous l'avez vu, il y a beaucoup de données, mais finalement pas énormément. Il y a un petit peu de saisie, puisqu'on va saisir, pour faire simple, une donnée pour une année sur chacun des processus. Mais néanmoins, il y a besoin de beaucoup d'informations complémentaires, de contexte pour faciliter l'accès à l'information, faciliter le remplissage ou la saisie de cette bonne information. Évidemment, de la connexion avec le reste de l'organisation, puisque, par exemple, pour récupérer les stocks des années passées, pour récupérer les surfaces qui ont été semées sur les années précédentes, ben, on vient récupérer le résultat des ventes, on vient récupérer évidemment les données qui sont présentes dans l'ERP qui est présent dans l'organisation. On est là sur une ETI, donc il y a évidemment un ERP qui est 7GX3 en l'occurrence, qui est en train de migrer sur 7GX3 en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a amené dans ce contexte-là? Déjà, des interfaces simples, accessibles à tout le monde, en parallèle, dans lesquelles on va pouvoir simplement accéder à une information au travers de filtres, qui sont à la fois des filtres de temporalité, et puis de modèles, c'est-à-dire les variétés de semences, les semences en tant que telles, éventuellement les sous-espèces, ce qui va permettre de plus rapidement accéder à l'information en quelques instants. On va voir de façon très visuelle. Il faut être dans le métier quand même, je vous l'accorderai. Comme je vous l'ai dit, on est souvent sur des processus assez complexes, mais de façon visuelle, quel est l'état de ce processus SNOP sur les différentes années, quelle va être la production qui est prévue, quelles sont les limites de stock qu'on ne doit pas dépasser, de voir ces informations-là. L'objectif est quoi? De pouvoir affiner son plan de production, en l'occurrence, ou son plan de vente, avec non seulement les informations des objectifs qu'on va avoir sur les différentes années, mais également des informations complémentaires comme les aléas, comme les attentes des phases amont et aval de ce processus, et donc de l'aide à la décision qui vont permettre d'affiner finalement les interfaces de saisie qui sont de une seule information pour une année, donc finalement très simple. Donc ça, c'est la première interface qui permet finalement aux acteurs du processus de saisir leurs données de manière plus simple, plus engagée et en ayant cette vision globale. Et à partir de là, on va pouvoir enrichir encore le nombre d'interfaces de saisie pour répondre à d'autres cas d'usage. J'essaie ici de vous présenter plusieurs cas d'usage. Le premier, c'est d'avoir une vision globale du processus SNOP. Vous voyez ici, finalement, ligne à ligne, les différentes étapes du processus. Et donc, on voit en un seul coup d'œil pour une variété toutes ces étapes-là, là où on va avoir des problèmes, et donc pouvoir de façon collaborative de dire, OK, moi je veux dans 5 ans vendre 500 tonnes, il faut que tu en produises 300 l'année d'avant, tu ne vas pas y arriver pour telle et telle raison. Comment on fait? Est-ce que je réduis mes objectifs de vente? Est-ce qu'on va acheter des semences pour pouvoir combler ce trou-là? Et finalement, vraiment répondre à cet enjeu qui, par définition même du processus SNOP, doit être collaboratif. Évidemment, on est sur une interface web, donc en plus, on peut faire ça depuis différents endroits, puisque l'entreprise est implantée sur plusieurs sites en France et à l'étranger. Donc ça, c'est une vision un peu sur un axe. On va pouvoir amener une vision très globale sur une espèce globale, des éléments qui n'étaient vraiment pas présents dans leur réflexion ou qui nécessitaient des temps de calcul extrêmement importants, et donc raisonner à l'échelle, par exemple, de l'ensemble des luzernes, quel va être le volume de production qu'on va être en capacité de produire sur les différentes étapes, quels sont les stocks qu'on va avoir, est-ce que notre approvisionnement va être bon ou moins bon, et donc ne plus être uniquement sur une vision unitaire d'une variété, mais bien sur la vision globale de cet environnement. Pour finir, sur quoi? Sur la vision globale de l'entreprise qui est utilisée mensuellement au niveau du COMEX, qui permet de voir en fait, à l'échelle de ce processus-là, quelles sont les variétés qui vont être plutôt en surstock, celles qui sont plutôt bien gérées, ou celles qui sont au contraire en rupture de stock, et donc sur lesquelles on va être en danger parce qu'on ne sera pas en capacité de produire tous les éléments qu'on souhaite vendre à ces échéances-là, et donc de suivre ça dans le temps, mensuellement. Et donc, on vient outiller ce processus d'aide, ce processus opérationnel avec des interfaces d'aide à la décision.
Alors, je ne pouvais pas finir sans vous amener quand même quelques apports de ce projet-là. Plusieurs éléments. Le premier, bah, c'est évidemment d'avoir des calculs justes. Il ne vous aura pas échappé que dans Excel, il revient quand même souvent des erreurs de formule, des problématiques de cas particuliers qu'on n'identifie pas. Mais bien quand on vient digitaliser et automatiser ça, on se rend compte d'un certain nombre d'erreurs qu'on vient affiner. Donc, on a pu aider nos clients à améliorer ça. On répond évidemment aux enjeux de collaboratif et de décisionnel, hein. J'en ai dit plusieurs fois, donc je ne vais pas le rementionner ici, mais vous doutez que c'est quand même quelque chose d'assez important. Plus concrètement, chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est rentré sur le projet, en fait, ils avaient plutôt le sentiment d'avoir des ruptures de stock un peu partout sur leur chaîne. Pourquoi? Vous reconnaîtrez ici un process assez classique dans les entreprises de production. Les vendeurs ont toujours très bien vendu et les producteurs très mal produits. Et on met un peu de pression. Dans les faits, il s'avère qu'en fait, ça avait d'énormes problèmes de surstock. Et donc, on a réduit d'à peu près un tiers le volume des graines en surstock, ce qui veut dire baisse des espaces de stockage, meilleure utilisation de leurs entrepôts, et ainsi de suite. On a pu standardiser le processus et le projet s'est déployé finalement en 3 mois au total, avant d'être adapté finalement au vu des interfaces, des attentes des utilisateurs, puisque passer d'Excel à une plateforme web, on a beaucoup d'attentes qui émergent aussi, et donc on a pu adapter les interfaces proposées à leur environnement. Pour information, vers où on se projette aujourd'hui, une fois qu'on a fait ce process-là, qu'on a des données modélisées, structurées, comprises, saisies, qu'on peut donc manipuler, c'est aller vers peut-être des processus d'intelligence artificielle, notamment sur des perspectives de prévision et de réalisation. Et puis évidemment, étendre sur d'autres périmètres métiers. Comme je le disais, on travaille sur les semences fourragères, et là, on est en train de travailler vers d'autres semences derrière. Voilà ce que je voulais vous partager comme cas d'usage, et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions ou interrogations qui pourraient voir émerger lors de cette présentation. Merci Simon. N'hésitez pas pour vos questions. Il nous reste un petit quart d'heure pour répondre à des questions, puis après pour que je vous présente un petit peu la suite du programme aussi de Digital is Future. Alors, c'était très clair, Simon. Il n'y a pas de Parfait. questions. Merci, je te relaisse la main, Angélique. Ah, on a des commentaires qui arrivent. C'est un produit qui continue à évoluer. Alors, je suppose que c'est des Alors, questions. oui, la question est un peu large, mais oui, elle continue à évoluer. Pour prendre quelques exemples, on est en train d'intégrer les notions de switch de variété, c'est-à-dire quand on est dans une phase de rupture en fait, d'une certaine catégorie de semences, de pouvoir la remplacer par une autre, euh, pour répondre aux enjeux de vente tout simplement. Donc, oui, ça continue à évoluer, puisque le processus SNOP a ce site particulier que c'est un processus vivant, et donc qui doit s'adapter à la réalité de ce qu'on fait, comme je vous le disais, de manière assez prosaïque. Au départ, ils pensaient qu'ils avaient plutôt des problèmes de rupture de stock. En fait, c'est plutôt des problèmes de surstock, et donc ça change aussi leur manière de gérer leurs prévisions, et ça, c'est un changement chez eux. J'en profite du coup pour répondre aux autres questions. Dans quelle part de développement vs usage d'une plateforme clé en main? En fait, c'est la partie plateforme a servi beaucoup sur la partie modélisation et sur le fait justement de produire des indicateurs et des interfaces d'aide à la décision. Donc, on est à peu près à 70% de plateforme versus 30% de développement spécifique. Ce qui est très spécifique, c'est justement la modélisation de leur processus. Comment on intègre la pérennité des variétés, comment on intègre finalement les écarts entre les problématiques d'approvisionnement et de semis, les temps de production et ainsi de suite. Tout ça, évidemment, c'est la valeur ajoutée, c'est le métier de nos clients. Nous, ce que j'explique souvent quand je présente notre plateforme, c'est que nous, on essaie de standardiser tous les processus de traitement et de modélisation de données. Par contre, les processus de calcul, la modélisation en tant que telle, elle est toujours dépendante de chaque entreprise. On a la chance d'avoir en France un tissu de PME de TI qui sont toutes hyper compétitifs. Pourquoi? Parce que c'est un process métier qui est le leur, qui est le fruit de leur expérience. Et c'est finalement ça qu'on adapte dans chaque cas. Et pour finir, oui, l'outil est interfaçable avec tout type de RP. Alors, je vais dire tous, c'est toujours de dire tous, mais la plupart, oui. Pourquoi? Parce que de façon la moins automatique possible, c'est qu'on va travailler avec des imports-exports de fichiers, et en général,
les exports sont faits de façon, au pire des cas, je veux dire, sont faits en CSV et dans le meilleur des cas, sont faits avec des API. Et donc, c'est le cas de cette GRP X3. Alors, pour rien vous cacher, chez ce client-là, ils sont en cours de migration sur cette X3. Ça, j'en profite, c'est pour vous dire qu'on peut mener un processus d'aide à la décision alors qu'on est en parallèle en train de changer de RP. Un petit message à ceux qui se posent des questions, hein, c'est structurer la donnée ne veut pas dire arrêter les aides à la décision. Et donc, CLJX3, oui, c'est même une belle plateforme, en tout cas dans cette dernière version, puisqu'il dispose d'API pour le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on récupère les données par import-export sur leur vieille ERP et demain, on les récupérera en API avec cette GRP X3. Est-ce que le développement de la solution a mis à jour le besoin de nouvelles sources pour leur mise en œuvre? Alors, on ne s'est pas encore posé cette question-là. C'est une bonne question. C'est notamment, on l'envisage plutôt dans une perspective d'intelligence artificielle pour anticiper ou voir l'impact des aléas, notamment. Avec la V12, ouais, j'aime bien le. Ah, pardon, avec la V12, j'ai cru que c'était lié. Alors, je finis de répondre à la question d'Olivier. Nouvelle source d'information, oui, potentiellement. Il y avait déjà un énorme enjeu de bien agréger, de bien maîtriser les sources d'information internes. Et donc, pour l'instant, on s'est concentré là-dessus. Je suis quand même d'avis, dans les projets qu'on mène autour de la data, de ne pas griller les étapes et de faire les étapes les unes après les autres. Une chose qui est très importante, que j'ai mentionné peut-être un peu rapidement, mais c'est embarquer l'ensemble des collaborateurs sur la plateforme. Dans une entreprise de cette taille-là, vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, des gens familiers avec l'outil informatique, d'autres moins familiers, et idem en fonction des stades de management et des stades opérationnels. Donc, c'est très important de mettre en place des outils qui soient acceptés par l'ensemble des collaborateurs sur le cœur de métier, qui soient bien compris, et ensuite d'aller étendre. Et actuellement, on s'est plutôt concentré là-dessus. Et demain, on fera peut-être quelque chose d'un peu plus complet. Donc, la question sur la V12, je pense que c'était relatif à X3. Alors, j'avoue que je fus un expert dans mon précédent métier de cette X3, mais j'ai un peu lâché l'affaire. En tout cas, on s'est interfacé chez d'autres clients avec des vieilles versions de X3, mais effectivement, les dernières versions permettent de faire ça par API, ce qui est une manière d'automatiser les échanges et qui est intéressant. Attention, je précise quand même dans ce cas d'usage-là, hein, vous l'avez vu, on est sur un process qui est lent, on parle d'années, et donc là, l'enjeu, c'est pas de faire des mises à jour de données tous les 3 jours, hein, c'est pas le cas. On récupère tous les stocks, les réaliser de façon assez générale une fois par an. Il y a des mises à jour, des plans de production qui sont faits en fait en fonction des périodicités des différentes semences. Les objectifs de vente, par exemple, sont mis à jour aujourd'hui 3 fois par an. Et c'est déjà un gros gap pour eux, en gros, aligné avec les processus budgétaires. Donc, on n'est pas là sur des notions de temps réel. Par contre, on est sur des notions de simplifier. Il y a des vrais sujets avec les ERP, par exemple, de nomenclature, hein, d'assurer qu'on ait les mêmes nomenclatures et qu'on parle tous de la même chose aux mêmes endroits et dans les mêmes outils. Voilà. J'espère avoir répondu à la question, même si j'ai peut-être fait quelques détours sur d'autres sujets. Pareil, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Eh bien, très bien. Je vous propose. Merci. Merci Simon pour ton intervention. Merci pour les différentes questions. Je vous propose de continuer avec les prochaines actualités du programme Digitalis Future. À la fin du mois, on organise une rencontre recherche en co-organisation avec Vinceo. C'est notre format Starting Lab du programme Digitalis Future, d'aller à la découverte des différents projets de recherche portés par les partenaires académiques de la région, avec une matinée dédiée à la recherche en présentiel, du coup, au MAS numérique qui est au domaine du chapitre à Villeneuve-les-Maguelones. Donc, avec une matinée avec différents pitchs de projets de recherche, des pitchs de recherche, par exemple, de la chaire agrotique, de l'INRAE. On aura aussi l'école de Purpoint qui interviendra. Et puis après, on aura une visite du MAS numérique pendant 3 quarts d'heure, qui est un terrain d'expérimentation sur la vigne. Donc voilà, avec la visite qui sera proposée, puis suivie d'un cocktail dînatoire à la suite de cet événement qui se fait sur la matinée. Vous pouvez vous inscrire directement donc, sur la plateforme Digitalis Future. Vous avez le lien qui s'affiche en bas.
Et dans la suite du parcours Digitalis Futur, en clôture un petit peu de cette saison, on aura un grand événement qui est la Conf, voilà, un format inspirant prospectif sur le sujet de la transformation digitale de la filière Agriago qui se fera le 26 juin. Donc, je vous invite à noter cette date. L'idée, c'est de se retrouver en présentiel pour assister à une conférence, keynote, table ronde sur ces sujets-là et permettre à tous les acteurs du programme de se retrouver et d'échanger sur cette thématique. Voilà, je tiens à remercier tous nos intervenants de cette matinée pour ces riches cas d'usage et tout l'intérêt de ces présentations. Et je vous dis du coup à bientôt dans la suite du programme Digitalis Futur. Vous allez retrouver en replay du coup ce format cap numérique dans les prochains jours. Et voilà, vous aurez l'information sur les réseaux sociaux ou du coup, vous serez informé aussi sur notre newsletter si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous rendre directement sur la plateforme Digitalis Futur pour le faire et recevoir du coup toutes les prochaines actualités. Merci à tous pour votre attention et je vous dis du coup à très bientôt.